Je suis dans une relation toxique avec un ami. Mentir, voler, casser mes objets, être irrespectueux envers moi ou encore essayer de me pousser à voler. Voici quelques exemples de ce que cet ami m'a fait subir. Depuis toutes ces crasses, je ne crois plus en l'amitié. Je l'ai rencontré au début de la sixième. C'était une personne très timide qui n'avait pas confiance en elle. C'était la victime de la cour de récré. Il se faisait taper par d'autres élèves. Quand je l'ai vu se faire taper la première fois, je n'ai pas vraiment réagi. Mais maintenant que j'y pense, il est peut-être devenu comme ça à cause de ce qu'il a subi. Un jour, il m'a proposé d'aller chez lui pour jouer à la console. J'ai tout de suite remarqué qu'il avait un comportement bizarre avec ses parents. Il leur parlait mal. Quelques jours plus tard, je lui propose à mon tour de venir chez moi. On joue à la console, puis il m'a influencé. Il m'a forcé à voler de l'argent à ma mère. On était chez moi et il m'a dit « Ta mère, elle a de l'argent ?» J'ai dit oui. Et il a répondu « Prends-lui de l'argent. » Ça ne s'est pas arrêté là. Quand on se promenait, il voulait que je fasse des arrachements de sacs. Mais ça, je ne l'ai pas fait. Il voulait aussi que je vole dans les magasins. Une fois, après sa garde à vue, je lui ai prêté ma sacoche. Les policiers avaient pris la sienne. Il ne me l'a jamais rendue. Quand je lui ai prêté mon téléphone, il m'a dit qu'il l'avait perdu dans un bus. Pareil pour ma console. Il me l'a rendu cassée. Il mentait aussi énormément sur lui, ses parents, sa vie. C'est horrible de traîner avec lui. Il a toujours des idées de merde. Vous vous demandez sûrement pourquoi je reste amie avec cette personne. Moi-même, je ne le sais pas. Il y a des bons côtés. Franchement, il y a aussi des moments drôles. On a les mêmes loisirs, les mêmes passions, comme les jeux vidéo. Cependant, je ne me sens jamais serein quand je sors avec lui. Je sais que je dois toujours me méfier de ce qu'il a fait ou ce qu'il dit. Je pense sincèrement qu'il me manipule. Il obtient toujours ce qu'il veut, même si je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, on essaie de prendre nos distances. Je l'ai même bloqué sur les réseaux pendant un moment. Mais au final, on finit toujours par se débloquer. Récemment, il m'a proposé de sortir. Je pense qu'il essaie de se racheter. C'est une personne qui compte pour moi, malgré tout ce qu'il m'a fait. Mais est-ce vraiment un ami? Même moi, je ne sais pas. Je suis un peu perplexe. Mes autres amis me disent de m'éloigner de lui, mais je ne les écoute pas. Je ne sais pas pourquoi je continue à le voir. J'ai l'impression qu'on est liés et que je ne réussirai jamais à sortir de cette amitié. Madao, 18 ans. Salut toi, bienvenue dans l'épisode 2 du podcast le plus coloré de France, La vie colorée. Pour rappel, dans l'épisode 1, je t'introduisais du coup le concept déjà du podcast, mais également la question que je me pose pour cette série bleue, qui est la suivante. Est-ce que la loyauté / la fidélité est toujours une vertu? On cherche à comprendre s'il y a peut-être pas des limites à être très loyal, très fidèle, sous le point de vue et le prisme de l'amitié surtout. Parce que cette question-là, elle est très large et c'est vrai elle peut se poser pour tout type de relation finalement, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation professionnelle ou même une relation envers nous-mêmes. Est-ce qu'on est assez loyaux et fidèles envers nous-mêmes? Est-ce que c'est bien de l'être trop? Est-ce qu'on passe pas dans de l'égoïsme ou pas? Enfin bref, là, attention, là je m'égare, je vais trop dans des choses trop profondes, mais c'est juste pour te dire que quand je pose cette question-là, sans un parti pris précis, c'est vrai qu'elle peut révéler en toi tellement de choses. Du coup, c'était mieux, je pense, de choisir directement sous quel prisme finalement je pose cette question-là. Et c'est sous celui, pardon, de l'amitié. C'est une question qui est très importante pour moi. Je vais t'expliquer dans l'épisode 1 mon ressenti par rapport à ça. Je te parlais un peu aussi de ce que représentait l'amitié pour moi, etc. Et c'est vrai qu'on en parle, je trouve, pas assez. Alors peut-être que c'est moi, encore une fois, hein, qui n'a pas les bonnes sources, qui ne voit pas les bonnes choses ou autre, mais j'ai pas l'impression que ce soit un sujet dont on parle beaucoup. On parle beaucoup pas l'infidélité, mais de la trahison ou la rivalité, je vais plutôt parler de ça. La rivalité entre femmes, par exemple, et donc là surgit l'infidélité amicale, trahie par ma meilleure amie, trahie par ma sœur. Ah, ça me fait penser à une chanson, ça.
c'est qui ça déjà? Oh, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Mais voilà, enfin, on parle parfois des trahisons entre amis plus filles. Entre mecs, j'en entends moins parler. Peut-être les rappeurs. Les rappeurs, dans leurs textes de rap, il y a beaucoup de fais confiance à personne, une fois que tu auras réussi, il n'y aura que des ennemis, etc., etc. Je pense que quand je te dis ça, tu dois penser à pas mal de sons, pas mal de rappeurs qui parlent de ça. Mais voilà, en vrai, c'est pas non plus un sujet qui est réellement abordé ou qui est très très présent. Comme la tromperie en amour, par exemple, est réellement abordée et réellement présente. Ce témoignage que tu viens d'écouter de Madao, 18 ans, je l'ai lu sur un média que je ne connaissais pas, que j'ai pris beaucoup plaisir à découvrir, qui s'appelle la zone d'expression prioritaire, qui grosso modo donne la parole en fait à des personnes qu'on entend moins, des personnes qu'on voit moins aussi dans la société, donc qui leur permettent... alors, il y a le média, dans le sens où ils ont une chaîne YouTube, un podcast, etc. Mais il y a également le projet et le site internet où tu peux retrouver plusieurs articles ou témoignages où ils demandent à des journalistes en fait de retranscrire le témoignage de ces personnes qu'on entend moins et qui sont moins visibles, d'ailleurs qui sont même parfois invisibilisées par la société. Et du coup, c'est un travail voilà, entre ces personnes qui racontent un parcours, une expérience, un bout de leur vie, et les journalistes qui arrivent à retranscrire leur témoignage sur le site. J'ai beaucoup aimé le témoignage de Madao puisque il reprend vraiment, je pense, ce que j'exprimais dans l'épisode 1. J'ai parlé de ça d'ailleurs, de cette emprise amicale et la question qui se pose quand même à la fin de ce témoignage, pour moi, elle est très parlante finalement de ce qu'il ressent et dans quelle relation toxique il s'est retrouvé, où il se retrouve d'ailleurs, puisque à la fin, il dit quand même, est-ce que c'est vraiment un ami? Et la dernière phrase de ce témoignage, c'est j'ai l'impression qu'on est liés et que je ne réussirai jamais à sortir de cette amitié. Ça reprend vraiment, je pense, voilà, ce que j'avais exprimé comme inquiétude face à la fidélité, la loyauté qu'on pouvait avoir dans une relation amicale, d'être tellement loyal à quelqu'un et en même temps savoir que ces personnes-là nous fait du mal ou en tout cas on se fait peut-être parfois du mal à soi-même, on n'est pas bien dans cette relation, on en a conscience, mais on a du mal à la quitter. Et j'avais posé cette question dans l'épisode 1, si tu te souviens, à savoir est-ce que c'était de l'emprise finalement ou pas. Donc il y a ce témoignage qui est très intéressant pour déjà nous donner un bout de réponse. Mais dans cet épisode, je te laisse découvrir deux autres histoires. Alors, c'est pas des témoignages cette fois-ci. Je t'avais expliqué que j'allais m'inspirer aussi beaucoup de la pop culture, de l'actualité, etc. Donc, j'ai choisi deux histoires. Alors, une qui est réelle, celle de Tupac et Biggie. Je te parle de leur amitié et de finalement comment ça s'est mal terminé. Ça, on le sait tous. Et la deuxième histoire, c'est celle de deux personnages d'une série Netflix, La Chronique de Bridgerton, que tu connais peut-être. Les personnages en question sont Héloïse et Pénélope. La première histoire dont je souhaite te parler, c'est la relation entre Biggie et Tupac. Alors, nul doute que tu connais ces deux grandes légendes du rap hip-hop américain. C'est deux personnes qui ont marqué considérablement ce genre musical, mais pas que. Ils ont aussi beaucoup marqué l'industrie de la musique et aussi la culture afro-américaine et américaine et même noire tout court. La question que j'ai à te poser, c'est que tu sais bien évidemment que les deux étaient de grands ennemis, mais est-ce que tu savais que Tupac et Biggie étaient à la base des amis? Je vais donc te raconter cette relation, bon, qui n'a pas duré très longtemps, soyons honnêtes, mais quand même, c'était une amitié qui était à la base assez belle et qui finalement s'est transformée en quelque chose de catastrophique puisque malheureusement, les deux sont décédés, ils ont été assassinés. Alors, il y a énormément de rumeurs et de zones d'ombre
dans l'assassinat des deux, enfin en tout cas du pourquoi ils ont été assassinés. Est-ce que c'est parce que c'était dû à leur rivalité? Est-ce que non? Bon, voilà, on va pas revenir dessus parce qu'il y a tellement à dire. Et puis les histoires sur les deux, sur le net, tu en trouveras, que ce soit sur YouTube, sur les forums, enfin bref, tout le monde a déjà entendu, je pense, parler des histoires des deux et de leur assassinat malheureusement. Mais en tout cas, je voulais revenir sur quelque chose dont on parle beaucoup moins, c'est leur amitié qui est existante et qui du coup rentre bien dans le sujet de l'infidélité amicale, je pense. Alors, pour recontextualiser un peu les choses, il faut savoir que les deux se rencontrent en 1993. Tout ça à la demande de Biggie. À l'époque, Tupac, c'est déjà un rappeur qui est assez bien installé quand même. Il a déjà 2 ans de carrière derrière lui, 2 albums. Donc le premier qui est Tupacalypse Now, qui finit d'ailleurs disque d'or, et le second qui est en préparation, qui est Strictly for My Niggas, il me semble, qui est lui disque d'argent. Donc voilà, c'est un rappeur qui est déjà bien installé et qui, voilà, profite de son succès, on va dire. Il organise pas mal de soirées, fait beaucoup de fêtes, etc. Donc sur la côte ouest, donc à Los Angeles, il organise une soirée, rien d'anormal. Biggie, qui lui est dans la région, on entend parler, et donc il cherche à se faire inviter, des connexions se font, etc. Il est invité, il rencontre Tupac, et donc une amitié commence. Donc si Tupac à cette époque-là est bien installé, il faut savoir que Biggie, lui, c'est pas le rappeur qui donne tout de suite le change à Tupac, dans le sens où il est bien connu de l'underground américain, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de freestyle. Il faut savoir que Biggie, lui, rappe depuis son adolescence, depuis très jeune dans les rues de Brooklyn. Donc voilà, il se fait un grand nom dans l'underground rap US. Mais voilà, il n'a pas encore enregistré d'album. Enfin voilà, c'est pas un artiste encore bien établi. Malgré tout, son nom est quand même connu de certains, dont de Tupac. Et donc, ce qui est beau, c'est qu'ils arrivent à créer un lien, alors que à cette époque-là, on va dire que Tupac est bien au-dessus de Biggie. Pas en termes de niveau de rap, mais en tout cas en termes de notoriété. Voilà. Tupac, lui, a déjà sa carrière installée, tandis que Biggie est en train de la construire. D'ailleurs, petit point de détail important, il faut savoir qu'à cette période-là, Biggie signe du coup chez Bad Boy Records, qui est le label du fameux P. Diddy, Puff Daddy, Diddy, je sais plus comment l'appeler aujourd'hui. En tout cas, c'est sûr que c'est pas un nom qu'il faut beaucoup prononcer au vu de toutes les casseroles qui traînent actuellement. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, il a signé chez Puff Daddy, et à cette époque-là, le label de Diddy est tout nouveau. Du coup, bon, voilà, c'est pas non plus quelque chose d'énorme, mais c'est juste pour t'expliquer que les choses sont doucement et tranquillement en train d'être mises en place de son côté également. Et donc, à quoi ressemble l'amitié Tupac-Biggie? C'est très simple. En fait, Tupac va prendre... Alors, j'ai pas envie de dire prendre sous son aile, parce que, en somme, c'est pas vraiment ça, mais un peu. En tout cas, Tupac dira ça, il dira qu'il a pris sous son aile Biggie. En fait, ça va devenir une figure assez importante dans le développement de Biggie. Tupac, il sera là pour lui quand il en aura besoin. Il va l'inviter à des tournées, à des concerts. Il montera sur scène carrément Biggie avec Tupac. Et donc, puisque bien évidemment à ces périodes-là, Tupac a une plus grosse notoriété, ça va beaucoup servir à Biggie. Et en fait, leur amitié n'est pas juste ressentie sur le business, en fait, puisqu'ils vont aussi créer de vrais liens et vivre de réelles choses un peu plus en privé. Ils vont aller en voyage ensemble. Ils vont beaucoup faire la fête ensemble aussi. Il va y avoir vraiment une grosse connexion, et Biggie aura vraiment beaucoup de respect pour Tupac. D'ailleurs, c'est en ça que c'est une belle amitié quand même, puisque même si le rap c'est particulier, enfin l'environnement du hip-hop est particulier dans l'industrie musicale, n'empêche, c'est quand même du business, et tout ce qui est commercialisé, malheureusement, ça crée toujours de la concurrence. Et donc c'est vrai que même si voilà, Tupac est établi, il a rien à prouver à personne, etc., c'est pas non plus la grosse légende
connaît maintenant, puisqu'il n'a pas encore sorti All Eyes on Me, l'album qui vraiment, pour moi, est iconique de sa carrière. Mais du coup, voilà, il aurait pu créer cette concurrence avec Biggie, puisqu'il lui, il voit le potentiel de Biggie quand même. Il sait très bien que c'est quelqu'un qui risque de très très bien le concurrencer. Il aurait pu s'éloigner de lui. Il aurait pu ne pas créer cette amitié, mais ça ne l'a pas du tout effrayé. Au contraire, il a créé cette amitié avec lui. Il lui a apporté beaucoup. D'ailleurs, il y a une rumeur qui dit que Biggie aurait demandé à Tupac de devenir son manager, alors même qu'il avait signé avec Diddy sur Bad Boy Records, et qu'en plus, Biggie, ça date pas non plus de Bad Boy Records, ça date de bien avant. Bref, en tout cas, Biggie avait demandé à Tupac de devenir son manager. Tupac avait refusé apparemment, en lui expliquant que il pouvait pas faire ça, que Diddy allait faire de lui une grande star, et que pour son bien, c'était mieux qu'il reste avec Diddy. Autre preuve apparemment, mais ça reste une rumeur, attention, de leur amitié, c'est que certains disent en fait qu'il y a une claire différence entre le Biggie qui rappe avant Tupac et le Biggie qui rappe après Tupac. Bon, je pense qu'il y a clairement de l'influence, puisque Biggie reconnaît le talent de Tupac, il l'admire, il le respecte, etc. Donc, je pense que c'est pas étonnant qu'il se soit un petit peu inspiré, oui, pourquoi pas inspiré, ou qu'il se soit laissé un peu influencer de Tupac. Après, en réécoutant un petit peu, moi, je vois pas trop l'influence, on va dire, nette, mais certainement, enfin, j'en sais rien en vrai. Du coup, c'est vrai qu'il y a une rumeur qui dit que voilà, Tupac l'aurait aussi aidé sur le plan créatif et musical, et que même si Biggie était un gros talent, qui était très suivi de la scène hip-hop, après avoir connu Tupac derrière, en fait, il a eu encore plus de notoriété, ou en tout cas plus de personnes se sont intéressées clairement à ce qu'il faisait. On voit bien en fait que c'est moi j'appelle ça quand même une amitié, parce que c'est vrai que dans ce que je décris, on pourrait se dire que voilà, il y a un lien plus qui est business. Selon moi, non, puisque vraiment ici c'est vraiment deux personnes qui s'apprécient, qui n'ont pas vraiment besoin l'une de l'autre, puisque même si voilà, Tupac est établi, etc., Biggie de son côté est également signé, reconnu, enfin il n'a pas forcément non plus besoin de s'associer, je pense, à cette période-là à Tupac. Et la même chose côté Tupac, il n'a pas besoin de s'associer à Biggie. En plus, on sort d'une guerre encore répétée de East Coast, West Coast, donc il n'y a pas vraiment de guerre entre les deux. Enfin, voilà, moi, pour moi, ça reste quand même une amitié. Ça n'a pas à voir avec le business, enfin, je pense. C'est vraiment deux gars qui se sont beaucoup aimés, qui se sont respectés. Et malheureusement, ça s'est gâté. Alors, je vais essayer de ne pas passer beaucoup de temps sur la rivalité, puisque c'est justement ce qui est le plus documenté quand on parle de la relation entre Tupac et Biggie. Mais au cas où, si tu as oublié, si t'es pas au courant, d'ailleurs c'est possible que tu sois pas au courant de ce qui s'est réellement passé, je te redis rapidement ce qui s'est passé. Alors, le 30 novembre 1994, Tupac est agressé dans l'ascenseur du bâtiment des studios Quad Recording à Times Square. Et donc, c'est cette agression-là qui va vraiment signer la fin entre Tupac et Biggie. Grosso modo, Tupac avait été invité pour feater avec un jeune artiste qui est proche du clan Biggie Diddy. Une collab qui va accepter, car des rumeurs disent qu'à cette période, Tupac est plus ou moins ruiné. En gros, c'est une période où il se rapproche clairement des mauvaises personnes. Il traîne avec des personnes peu fréquentables qui sont en plein dans des histoires très sombres ou dans la mafia. Il se rapproche beaucoup de gangs, il fait énormément la fête et donc dépense beaucoup son argent. Et donc cette collab qui lui rapporterait 7 000 $ est un bon moyen pour lui de se refaire un peu les poches. Donc ce serait le pourquoi il aurait également accepté cette collab. Moi je pense qu'il y a aussi le fait que c'est un artiste qui était proche du clan Biggie et Diddy. Donc voilà, je pense que ça a dû jouer. Mes rumeurs disent que clairement c'est les 7 000 $ à aller chercher qui l'ont poussé à accepter. Sur ça, il y a pas mal de versions, mais c'est pas la question de ce podcast, donc je vais pas forcément m'étaler dessus. En tout cas, il arrive dans ce studio avec 3 amis à lui,
Et ce qui se passe concrètement, c'est que en arrivant, il croise 3 jeunes hommes, des jeunes hommes qui sont posés là devant le studio. Et détail important, ils portaient tous trois un pantalon cargo type militaire. C'était assez à la mode d'ailleurs il y a une époque, donc je pense que tu dois savoir de quoi je parle. Et donc, quand il les croise, il se dit directement que ça doit être la protection de Biggie. En tout cas, ces cargos seraient des vêtements beaucoup portés par des membres pardon, de gangs de Brooklyn. Donc, Tupac, quand il voit ça, il n'a pas du tout peur. Il dit, ok, il y a la sécurité de Biggie ou Diddy, ou même peut-être du manager, du rappeur avec lequel il va fitter. Donc voilà, en tout cas, il se fait pas trop de soucis. Il passe avec ses 2 amis. Et en fait, au moment d'arriver à l'ascenseur, ils se font agresser. Et donc là, ça devient assez terrible puisque en fait, on lui tire dessus à 5 reprises, plus on lui vole tous ses bijoux. Et donc c'est une agression qui est assez violente quand même. Il est retrouvé par Didi, Biggie et le manager du gars avec qui il fait fit, dans un sale état bien évidemment. Et en fait, c'est là où tout se cristallise pour Tupac, puisque selon lui, il dit que les 3 étaient là. Lui, il arrive un terrain inconnu, il fait confiance, et comme par hasard, il se fait agresser, en plus avec quand même intention de meurtre, puisqu'il y a quand même 5 coups de feu qui partent. Ses bijoux sont volés. Bon, voilà, clairement, il se dit, il y a un souci. Donc, ou c'était planifié comme ça, et en fait, c'est un couteau dans le dos de la part de Biggie, ou sinon, c'était peut-être pas planifié comme ça, mais clairement, Biggie est complice ou de l'attaque, ou sinon de ne pas avoir aidé Tupac à rechercher les coupables par la suite. C'est donc cet événement qui va te mettre fin à la relation amicale de Biggie et Tupac. Après ça, ça va aller de pire en pire en fait, puisqu'ils n'arriveront jamais à refaire la paix. Clairement, pour Tupac, c'est une grosse trahison. Il va se persuader de ça. Parce que, alors, je dis qu'il se persuade, peut-être que c'est la réalité. En tout cas, jusque maintenant, il n'y a rien qui est prouvé. On n'a aucune preuve tangible, irréfutable que c'était bien orchestré par le clan de Biggie. Alors, je ne peux pas me permettre de t'assurer que ça s'est passé comme ça, même si c'est vrai que ça laisse à désirer ce qui s'est passé ce soir-là. En tout cas, voilà, après ça, Tupac, lui, il pardonne pas. Pour lui, il a été trahi, et donc ça va aller de pire en pire, hein, clairement, puisque ensuite, il va s'approcher de Suge Knight. Alors, si tu as jamais entendu parler de ce gars-là, je t'invite clairement à t'informer. C'est un personnage qui fait très 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 peur. Clairement, il y a tellement aussi de documentaires, de vidéos sur sa vie, sur ce que représente ce type dans l'industrie. Mais voilà, pour moi, il s'est rapproché peut-être pas de la bonne personne. En tout cas, il en avait besoin, puisque en 95, Tupac est accusé de viol, il va en prison. Il a de plus en plus de soucis financiers. Il n'arrive pas à sortir d'ailleurs de prison parce que il n'arrive pas enfin, il peut pas payer sa liberté. C'était à hauteur de 3 millions de dollars quand il rentre en prison, puis ensuite 1 million de dollars, et c'est donc Suge Knight qui paye pour sa liberté et qui l'aide aussi à prendre soin de ses proches, notamment de sa mère, quand Tupac est en prison. Donc clairement, il lui doit beaucoup de choses, et en fait, il rentre dans une relation, je vais dire toxique, avec Suge Knight, et, euh, et cette relation-là va mener certainement, je pense, à la mort de Tupac, et 6 mois plus tard, de Biggie. Voilà, donc les deux sont assassinés. Euh, Malheureusement, alors qu'ils étaient vraiment au top de leur carrière, ils auraient pu nous délivrer encore tellement, mais tellement, mais tellement de belles choses. Et en plus de ça, ils n'auront jamais l'occasion de se qu'on en tout cas, d'échanger et de se réconcilier. La relation amicale entre Penelope et Louise de la série à succès Netflix, La Chronique de Bridgerton. Première chose à savoir, cette série est inspirée des livres en 10 tomes de Julia Quinn, qui portent d'ailleurs le même nom, La Chronique de Bridgerton. Alors,
gros warning, spoiler alert, je vais spoiler au moins la saison 1 et la saison 2 de cette série. Donc si tu l'as pas déjà regardé, si tu l'as pas terminé, enfin peu importe, si t'as pas envie de te faire spoiler, surtout n'écoute pas cette partie. Et donc cette série parle d'une famille, les Bridgerton, une famille de 8 frères et sœurs qui font partie du gratin de la haute société londonienne à une époque qui n'est pas la nôtre. Grosso modo, cette série, c'est vraiment le Gossip Girl version 18e, 19e siècle et colorblind, beau décor, joli costume, histoire de rose, quelque chose de très sentimental. Voilà, tout ce qu'on aime, c'est chill, c'est très intéressant. L'intrigue de cette série, il y en a deux en fait. La première, c'est que on va voir les membres de la famille, en tout cas la fratrie, rechercher l'amour. Et l'autre intrigue, c'est que à la saison 1, en fait, quand la fille la plus âgée de la famille, Daphné, est présentée du coup à la haute société pour rechercher son mari, parce que c'est comme ça que ça se faisait apparemment. À ce moment-là, il y a une chroniqueuse qui fait son apparition qui s'appelle Lady Whistledown. Donc, tu l'auras compris, elle déclare au grand jour ce que l'élite londonienne se donne tant de mal à cacher. XOXO Gossip Girl. Mais surtout, elle gêne. Alors, elle gêne et en même temps, elle passionne. Elle passionne dans le sens où, on le sait, tout le monde aime les gossips, clairement. Tout le monde aime les gossips. Il y a plein de rumeurs, il y a beaucoup de secrets qui sortent. Donc, du coup, c'est vrai que ça fait vivre cette haute société qui était d'un ennui pas possible et qui attendait toute l'année ce moment où les jeunes filles de la société étaient présentées parce que, bon, là, il y a des balles, il y a des cérémonies, enfin bref, il y a plein de choses, et leur vie ennuyeuse et intrépide de riches bouge un peu. Et donc, là, avec l'apparition de cette chroniqueuse, ça fait un peu plus parler, il y a plus de choses qui se passent, et donc tout le monde est très friand de cette chronique, mais en même temps, ça gêne, puisque clairement, elle sort des dossiers sur, sur les familles de cette haute société londonienne. Ce qui va donc m'intéresser dans cette série, alors je parle plus de la série que des livres, puisque je n'ai pas lu les bouquins, donc je parle que de la série. Dans cette série, il y a deux personnages, d'ailleurs ce sont mes personnages favoris, j'adore ces deux personnages-là, vraiment. Donc ils sont Héloïse et Pénélope. Héloïse, c'est la cadette de la famille Bridgerton. Grosso modo, c'est la rebelle, elle n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe dans la société, elle est très féministe, elle supporte pas la condition de la femme de cette époque-là. Euh, voilà, elle est anti-monarchie aussi, je sais pas, elle est rebelle, elle est pas comme sa sœur Daphné. Daphné, c'est plus sentimental, Cendrillon, voilà, le conte de fées. Et Louise, c'est tout le contraire, clairement. De l'autre côté, on a Pénélope. Pénélope, elle fait pas partie de la famille Bridgerton, mais de la famille, attention, j'ai trop du mal à le dire, Faverington. Faverington, you know, the accent is better. Je vais le dire comme ça. Et donc, cette famille, alors, il faut savoir que les Bridgerton dans la famille, une famille qui est, enfin, dans la société, pardon, c'est une famille qui est aisée, qui est bien vue, qui slay, etc. Tandis que les Faverington, voilà, ils sont moins remarqués et remarquables, il faut le dire. Et justement, la mère des Faverington, elle cherche à tout prix à se faire voir et voilà quoi, à avoir, je pense, la réputation des Bridgerton. Mais enfin. Donc Pénélope, elle fait partie de cette famille-là. Il y a 3 sœurs. Pénélope, c'est la plus petite. Et ses 2 sœurs aînées sont des personnages qui sont complètement inspirés, enfin je trouve en tout cas dans la série, d'Anastasie et Javotte dans Cendrillon. Pourquoi ? Parce qu'elles sont un peu sottes, pas très belles, voilà, faut le dire, mignonnes mais pas très belles, et un peu méchantes aussi. Et donc, Pénélope, elle, dans cette famille, elle est très discrète. On sent qu'elle est, elle est pas, complètement ok avec ce que sa mère fait, comment sa mère elle veut se montrer, etc. Pardon. Pénélope, elle est plus en retrait, elle est très très observatrice, et en plus de ça, elle n'est pas très remarquée dans la société. Et elle a pour seule amie Héloïse. Puisque oui, les deux sont des meilleurs amis. D'ailleurs, leur lien est assez logique, puisque même si Héloïse, elle fait partie de la famille de Bridgerton, une famille qui est bien vue, etc.,
malgré tout, puisqu'elle n'a pas les mêmes idées En fait, les deux sont en décalage complet avec leur mère et avec l'éducation qu'elles ont reçue. D'un côté, on a Héloïse qui, encore une fois, est très rebelle, qui ne compte pas du tout se marier, enfin, qui ne voit pas les choses comme ses autres frères et sœurs et comme sa maman. Et de l'autre côté, on a Pénélope qui n'a pas non plus. Alors, elle, on sait moins si elle le veut pas ou si elle n'a pas la possibilité, mais on sent qu'elle est en décalage aussi avec les ambitions de sa maman. Elle n'a pas envie de faire le forcing parce que sa mère, c'est une forceuse 2.0. Avec ses filles, elle veut absolument que ses filles soient les diamants de la saison parce que c'est comme ça qu'on appelle les jeunes filles qui ont l'approbation de la reine quand elle se présente au bal de la cour, du coup, puisque oui, il y a un bal pour présenter les jeunes femmes, enfin voilà. Et donc, les filles de la famille Featherington, donc les sœurs de Pénélope, font pas grand succès malheureusement. Et la maman, bien évidemment, elle pète un câble. Et donc, voilà, on sent que Pénélope n'est pas forcément non plus en accord avec ça. Enfin, on la sent douce, on la sent simple, on la sent très très gentille. Et surtout, Pénélope, on la sent complètement in love. Elle est amoureuse du frère d'Héloïse, donc du frère de sa meilleure amie, qui s'appelle Colin. Mais ça, il me semble qu'elle le dit pas à sa meilleure amie. Bon, je pense que ça se voit. Tout le monde le voit très bien. Donc, je pense que Héloïse, elle soupçonne ça, mais dans la série, il me semble qu'il y a 0 scène où elle dit à sa meilleure amie qu'elle est amoureuse de son frère. Mais voilà, en gros, très très amoureuse de son frère. Et les deux, voilà, elles se ressemblent en ça. C'est ces deux filles qui ne ressemblent pas aux autres jeunes femmes de leur génération, qui sont plutôt en retrait, qui ont leurs propres idées. Et du coup, elles se retrouvent bien dans ça, dans leur relation, puisqu'elles arrivent toutes à se confier, même si on sent que Héloïse se confie beaucoup plus à Pénélope, parce que Pénélope, elle est encore une fois plus. Elle a une personnalité très en retrait, elle est discrète, même timide, on dirait. Tandis qu'Héloïse, elle est pas timide. Elle parle, elle bavarde beaucoup d'ailleurs, Héloïse. Et, euh, et voilà, elle s'affirme énormément, même si elle peut pas trop s'affirmer non plus dans la société, parce que bien évidemment, c'est mal vu. Petit aparté de pourquoi ces deux personnages que j'aime beaucoup, parce que elle dénote en fait. Elle dénote, même si c'est des personnages. Après, la série, elle est pas super profonde non plus. Hein. Enfin, voilà, ça dépend de ce que tu aimes, mais moi, je trouve que c'est une série qui est très chill, très sympathique à regarder. Elle n'est pas profonde non plus, donc voilà, on va pas au bout des personnages, même si peut-être que dans les livres c'est le cas, mais dans la série ça n'est pas du tout. Mais ce qu'on ressent quand même de la part d'Eloise, c'est qu'elle a quelque chose de très moderne. En fait, c'est une femme qui pourrait tellement bien s'inscrire dans notre ère à nous, dans notre époque, puisque elle représente et porte des messages qui sont des messages de féminisme, clairement, d'égalité. Elle est top, en fait. C'est une strong woman et on adore ça. Pénélope, pourquoi je l'aime beaucoup? Pas déjà parce que je la trouve super mignonne. J'adore ses tenues en plus de ça. Bon, je pourrais pas m'habiller comme ça, mais je kiffe. Elle est toujours habillée de manière. En fait, elle est discrète, mais en même temps, elle a des couleurs de robe extravagantes. Peut-être pas, mais très flashy. Beaucoup en jaune, beaucoup en orange. Enfin, moi, je la trouve super mimi. Et en plus, voilà, enfin, quand on suit son personnage, en tout cas dans la saison 1, elle ne dérange pas. Elle est toujours là pour sa meilleure amie, très discrète, très gentille. Elle est super amoureuse de Queen, donc ça lui donne un air un peu naïf, mais en même temps, voilà, très sympathique. Elle fait mal à personne. Enfin, voilà, moi, c'est un personnage que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et attention, spoil alerte, encore une fois, si t'as été têtu et tu t'es dit, non, je vais écouter ce qu'elle va me dire, alors que t'as pas envie de te faire spoiler, je te dis tout de suite, ciao, passe à l'autre partie, parce que du coup, on découvre que Lady Whistledown, la chroniqueuse, c'est Pénélope. Bon, je pense que dès la saison 1, il y a beaucoup, beaucoup d'indices qui nous laissent dire que c'est Pénélope. En tout cas, moi, Pénélope faisait clairement partie de mes suspects dans le top 3. D'ailleurs, c'était ma suspecte numéro 1 parce qu'elle a tout pour être Lady Whistledown. Elle est très discrète, en même temps, elle est partout, sa famille est toujours présente aux événements. Euh, c'est quelqu'un qui observe beaucoup, elle est très en retrait. Enfin, tu vois, pour moi, c'était assez logique qu'elle soit Lady Whistledown. Et puis, puisqu'elle a ce côté très romantique, on l'imagine bien écrire des lettres et donc avoir un amour de l'écriture. Et pourquoi pas être chroniqueuse? Je sais que le raccourci est énorme, mais je sais pas pourquoi moi j'ai pensé
tout de suite à Pénélope pour être Lady Whistledown, et ça s'avère être vrai. Et donc, ce qui est gênant dans le fait que Pénélope et Lady Whistledown, c'est le fait qu'elle est très amie d'Héloïse. Or, on le voit, la série est portée principalement sur la famille d'Héloïse, donc les Bridgerton, et donc avec l'apparition de cette chroniqueuse Lady Whistledown, c'est une famille qui est encore plus mise en avant, et pas forcément pour les bonnes raisons, puisque Lady Whistledown, son boulot, c'est de sortir les dossiers, de sortir les gossips. Donc elle sort tous les gossips des différentes familles, mais surtout de la famille Bridgerton. Et donc, quand on sait que Pénélope est Lady Whistledown, on se rend compte en fait qu'elle a trahi sa meilleure amie parce qu'elle sort un tas de dossiers sur la famille de sa meilleure amie. Il y a un hic. Et en plus, elle est amoureuse du frère de sa meilleure amie, donc Colin, qui est aussi un Bridgerton. Bref, elle a grave mis les Bridgerton dans la sauce, alors que, elle est liée à eux, même si c'est vrai que les j'ai trop du mal à dire son famille. Faverington et les Bridgerton sont pas très amis. On le voit, les mamans là, elles sont pas très copines. Il y a une genre de rivalité entre les deux. Mais bon, malgré tout, même si Héloïse aime beaucoup sa famille et Pénélope aussi aime beaucoup sa famille, comme je l'ai dit juste avant, ce sont deux filles qui s'inscrivent pas forcément dans les mœurs, enfin pas les mœurs, mais oui, les mœurs de la société, et encore moins dans ce que leurs familles respectives veulent pour elles. Donc voilà, on sait qu'elle fait pas ça parce qu'elle adore sa famille et qu'elle veut mettre sa famille en avant et donc du coup tirer sur les Bridgerton, mais elle le fait pas parce que... D'ailleurs, on sait pas pourquoi elle le fait. Enfin, moi, je n'ai pas la réponse à ça. Si t'as la réponse à ça et que t'as regardé la série, dis-le moi parce que on sait pas vraiment pourquoi elle le fait. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'elle trahit en fait même deux personnes. Parce que, voire trois d'ailleurs. Parce qu'elle va trahir les Bridgerton, donc Héloïse et Colin, en révélant les secrets, sous l'identité secrète de Lady Whistledown, mais elle va également trahir sa cousine Marina, puisque leur cousine au Featherington débarque de je ne sais quelle contrée avec un bébé dans le ventre, puisqu'elle est enceinte, et en fait, elle va décider de se trouver un époux, puisque c'est la saison, hein, afin de faire passer ça, comme si de rien. Enfin, elle va essayer de trouver un mari, elle va créer un mariage piège, clairement, et donc elle va ajouter son dévolu sur Colin, qui est du coup le frère d'Héloïse et le mec que Pénélope kiffe en cachette, même si ça se voit clairement qu'elle est amoureuse de lui. Et donc Pénélope, pour protéger Colin, elle va sortir dans la chronique le fait que Marina est enceinte. Donc déjà, elle trahit sa cousine en sortant ce secret-là, mais ensuite elle va trahir donc Héloïse et Colin, puisque ce sont des Bridgerton en sortant leurs affaires, mais particulièrement Héloïse, puisque dans la saison 2, la reine Charlotte pense que Lady Whistledown, c'est Héloïse. Et la reine Charlotte, même si elle adore lire les chroniques de Lady Whistledown, cette hippopo là, cette hypocrite, elle veut quand même savoir qui c'est. Je pense qu'elle veut savoir qui est parce que déjà la curiosité bien évidemment, mais aussi parce qu'elle pourrait se servir de ces chroniques là, parce que parfois les chroniques sont pas très glorifiantes à son sujet, donc elle pourrait s'en servir aussi pour faire passer des messages. En tout cas, peu importe pourquoi elle veut savoir qui c'est, et du coup, elle accuse Héloïse. Et donc, Héloïse se retrouve quand même dans de sales draps au moment où la reine Charlotte l'accuse. Au début, elle va charger Héloïse de trouver Lady Whistledown. Héloïse va enquêter et elle va tout partager en plus à sa meilleure amie Pénélope, sans savoir que c'était Pénélope Lady Whistledown. Et donc, après, la reine Charlotte, elle va soupçonner clairement Héloïse. Et donc, Pénélope, pour protéger Héloïse, d'après elle va révéler un gros secret sur sa meilleure amie, puisque à ce moment-là, dans la saison 2, Héloïse se rapproche d'un jeune homme et une communauté, c'est pas une communauté, mais d'un groupe de personnes assez révolutionnaires. Et donc, elle va en parler à sa meilleure amie qui est Pénélope, et Pénélope va sortir ça dans la chronique de Lady Whistledown par stratégie d'après elle, puisqu'elle disait que si Lady Whistledown était Héloïse, clairement, elle n'aurait pas sorti ce gros secret sur elle, donc ça permettrait de disculper Héloïse du fait que la reine pensait que c'était Héloïse. Grosso modo, c'était vraiment pour aider sa meilleure amie. Mais bon, elle a quand même trahi, elle a foutu clairement Héloïse dans la mouise, et elle a fait pareil avec Marina, et en fait, elle a détruit vraiment une très belle amitié
pour servir ses propres intérêts, puisque, encore une fois, dans la série, on n'arrive pas à comprendre pourquoi elle le fait, clairement, Pénélope. On n'est pas encore arrivé à ce point-là, le point de vue de Pénélope sur ça. On le saura bientôt, puisque la saison 3 de la série arrive en mai, 4 épisodes qui arrivent en mai. Donc on le saura, ce sera le point de vue de Pénélope, ce sera son histoire, etc. Moi, je me suis déjà tout spoilé, j'ai trop la rage. mais voilà, en tout cas, si tu sais cette série, tu restes branché du coup en mai, tu verras la suite. Et je pense qu'à ce moment-là, on arrivera à comprendre pourquoi Pénélope a pris la décision de devenir Lady Whistledown et pourquoi elle a sorti tout plein de dossiers sur la famille Bridgerton et Trey, sa meilleure amie. Mais voilà, pour moi, c'est une grosse trahison. Même si j'adore ces deux personnages et je kiffe de ouf Pénélope, j'ai été très déçue malgré tout parce que je me doutais que c'était Pénélope. Mais vraiment, quand je l'ai appris, je me suis dit, mais c'est dégueulasse ce qu'elle a fait, c'est une grosse trahison. Donc, à la fin de la saison 2, Héloïse comprend que c'est Pénélope. Grosse embrouille, bien évidemment. Tu m'as trahi, elle ne laisse même pas expliquer Pénélope, il me semble, et elle se tire. Donc voilà, on ne sait pas pourquoi Pénélope a fait ça. Enfin, en tout cas, Pénélope ne le dit pas, mais clairement, c'est une trahison. Merci d'avoir écouté l'épisode 2 du podcast le plus coloré de France. C'était donc la série bleue. On est toujours dans la fidélité, voire l'infidélité amicale. Et on essaye toujours de répondre à la question, est-ce que la fidélité / la loyauté est toujours une vertu? Dans cet épisode, on a découvert la trahison amicale sous 3 angles. Premier, quand on se rend compte qu'on se fait du mal à soi-même avec le témoignage de Madao, parce que on est très loyal à une personne qui n'est pas bonne pour nous, qui est toxique. Le second point de vue, c'était celui de Tupac et Biggie. On se rend compte que parfois le business, la rivalité dans l'industrie musicale pousse certaines relations amicales à se détruire. Et bon, après, voilà, il y a toujours l'aspect de est-ce que Tupac a vraiment été trahi par Biggie ou non, ce qui se pose. Est-ce que c'était intentionnel ou pas? Mais en tout cas, on voit que dans cette industrie-là, il est compliqué de se faire de vrais amis. Et enfin, le point de vue de Pénélope et Héloïse de la série La Chronique de Bridgerton, où une amitié est détruite parce qu'il y a une personne qui préfère protéger ses intérêts plutôt que celle de la relation amicale. J'espère que tu as apprécié l'épisode. N'hésite pas à revenir vers moi pour donner ton avis, tes conseils, me partager ton expérience. Je tenais également à remercier toutes les personnes qui ont fait part de leur expérience et de leur témoignage suite à la diffusion de l'épisode 1. Ça m'a fait beaucoup plaisir de constater que cet épisode vous avait plu. J'espère que l'épisode 2 vous plaira aussi. Et je vous donne rendez-vous pour l'épisode 3, le dernier épisode de la série Bleu de Toi. Merci. Au revoir.